Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici dans l'un de vos bureaux du Palais de la Marina. Monsieur le Président, l'ambiance préélectorale, vous le savez, elle n'est pas des plus sereines, puisqu'il y a encore des partis politiques qui n'arrivent pas à satisfaire aux conditions prévues par les lois électorales. Comment appréciez-vous cette situation? Et puis, avec le recul, est-ce que la réforme du système partisan n'est pas un peu trop exigeante? Je dois vous avouer que la situation dans laquelle se trouve la dynamique électorale ne m'enchante pas du tout. Elle porte préjudice à l'image de notre pays. Mais pour autant, il n'y a pas lieu d'indexer la réforme du système partisan, encore moins le code électoral. Les infortunes qui s'observent chez les démocrates sont-elles la conséquence d'un code électoral trop contraignant ou résultent-elles d'une main cachée, en l'occurrence celle du président Talon? Comme je suis devenu le souffre-douleur du président Boni Yayi et le bouc émissaire idéal pour tout ce qui ne va pas chez les démocrates, que puis-je dire pour ne pas être condamné? Je suis le coupable idéal. Mais avant d'aller à l'échafaud, je vais vous dire à vous toute la vérité. Tout ce que j'essaye de couvrir depuis fort longtemps en raison de ma charge et de la réserve que cela m'impose. En effet, depuis 2016, mon prédécesseur, le président Boni Yayi, s'emploie avec beaucoup d'énergie à faire échec à toutes les réformes, quelles qu'elles soient, et à l'action publique, quel que soit le secteur. Avant 2016, tout le monde priait pour une réforme du système partisan. Nous l'avons engagée et j'en suis fier. Elle consistait à encourager, voire contraindre, les partis politiques au regroupement. Le FCBE, qui était à l'entame de la réforme, je crois le parti le plus grand de la centaine de petits partis que comptait le Bénin, avait l'opportunité d'absorber un grand nombre de ces petits partis et de devenir un grand parti d'envergure nationale, pour peu qu'elle en ait la volonté. Mais comme c'est une réforme engagée par Patrice Talon, pas question. Pas question que cette réforme prospère, même si la FCBE devait en profiter. De même, l'appel de Patrice Talon à entrer en partenariat avec la FCBE et à accueillir des cadres FCBE dans la gouvernance politique et technique du pays a été refusé à tous ceux qui ont estimé le contraire et ont montré leur disponibilité à collaborer. Tout cela ont été bannis. Cette volonté du régime de la rupture d'associer toutes les compétences et bonnes volontés, quel que soit leur bord politique, à la construction du pays, s'est manifestée très tôt, et ce, dès la formation du premier gouvernement. C'est dans cette perspective d'ailleurs que M. Jean-Claude Oussou, membre du staff de campagne de Lionel Zissou, a été appelé au gouvernement en qualité de ministre de l'Énergie dès le lendemain de l'élection présidentielle. Beaucoup d'autres, en raison de leurs compétences techniques ou de leur leadership politique, ont été appelés pour servir le pays aux côtés de Patrice Talon, élu comme président de tous les Béninois et non comme président d'une partie des Béninois. Certains restés fidèles à la ligne du parti et de son chef, je parlais des FCBE, du président Yayi Boni, sont manifestement entrés en quasi-rébellion contre le nouveau régime, et ceux qui ont choisi de servir le pays à mes côtés ont été, comme je l'ai dit, purement et simplement bannis. Ce sont ces deux phénomènes, refus d'adhérer aux réformes politiques et refus de toute collaboration avec le nouveau régime, qui ont conduit pratiquement à la scission des FCBE, puis à la création du parti Les Démocrates. Je résume. Et je peux vous dire que le point d'orgue de cette opposition radicale de principe a été atteint à l'occasion des élections de 2019. Mais de quoi s'est-il agi concrètement, Monsieur le Président? Mais vous n'avez pas manqué, en tant que Béninois, de suivre les événements, tout ce qui s'est passé au Parlement, puis à l'occasion de l'élection, avec les drames qui ont suivi. Souhaitez-vous que j'aille dans le détail? Allons-y, on veut bien comprendre, Monsieur le Président. Je crois que c'était en février 2019 que j'ai reçu ici au Palais
l'ensemble des partis politiques représentés au Parlement. Parce que nous venons d'engager la réforme du système partisan. Les tests adoptés qui répondaient parfaitement à l'attente de tous avant 2016, ces tests ont commencé à être boudés par une partie de la classe politique, notamment l'FCBE d'alors. Et ils ont estimé que les nouveaux tests n'étaient pas convenables, trop rigides, et risquaient de ne pas les faire gagner des élections. Mais comme nous sommes au début du processus et qu'il fallait trouver un terrain d'entente, j'ai accepté que l'ensemble des acteurs politiques au Parlement se mettent ensemble pour trouver les tests qui, selon eux, permettraient à tout le monde d'aller aux élections sereinement, tout en engageant la réforme du système partisan. Ne pas rester au statu quo de notre passé connu, excusez-moi le terme, de pagaille politique, mais d'engager une réforme qui reste à la portée des uns et des autres. Des rencontres ont eu lieu au Parlement, sous la présidence de président Ongbedi, président de l'Assemblée à l'époque, et un consensus a été trouvé. L'ensemble de tous les acteurs représentés au Parlement ont abouti à un consensus. Et je crois que ce consensus a été consigné dans un document le 18 mars 2019. Ceux représentant l'opposition dans le comité sont allés voir le président Yaïboni pour lui présenter le consensus. Mais tenez-vous tranquille, le président Yaïboni a refusé que le consensus soit adopté, que les tests prévus pour être votés afin non seulement d'engager la réforme, mais de permettre à tout le monde d'y aller plutôt aisément. Ces tests ont été refusés par le président Boniaï, qui a dit aussi, ceux qui sont venus le rencontrer, que les choses n'ont qu'à rester en l'état, que si l'élection ne doit pas avoir lieu, elle n'aura pas lieu, et que nous verrons bien. La mort dans l'âme, ses propres représentants revenus au Parlement ont indiqué que, bien qu'ils aient travaillé au consensus, bien que les nouveaux tests devant être pris leur convenaient bien, mais que la ligne du parti ne permet pas d'avancer et de signer quoi que ce soit. Et encore moins de voter de nouveaux tests, puisqu'il était prévu que les tests changent. Je dois préciser que, à la suite des négociations au Parlement, tous les représentants de chaque camp, mouvance, opposition et consorts, comme je disais tout à l'heure, après avoir abouti au consensus, tous les représentants désignés avaient signé l'accord de consensus. Donc avant d'aller soumettre cela au président Yaïboni. C'est parce que celui-ci a refusé qu'il n'est pas question que le consensus soit mis en œuvre, qu'ils sont donc revenus et ont dénoncé leur propre signature. Ils l'ont dénié finalement. Ils l'ont dénié, après l'avoir signé. Cela, je tiens à le préciser parce que c'était pour tout le monde, il paraissait évident que ce consensus soit mis en œuvre. C'est pour ça que je crois que les représentants de l'opposition n'ont même pas estimé nécessaire d'aller solliciter l'approbation du document avant de le signer. C'était évident pour eux parce que tout ce qu'ils ont demandé a été pris en compte. Mais malheureusement, donc, l'approbation du président Boniaï n'a pas été obtenue et ils sont revenus au Parlement pour dénier leur propre signature et se retirer de la salle. Et d'ailleurs, à la mise en œuvre des tests, je crois, je n'ai plus le bon souvenir des choses, toute l'investigation a été évoquée, ils sont carrément sortis de la salle. Alors, voter un nouveau test, il n'en avait rien à faire. Continuer avec les tests existants, pareil. Est-ce qu'il fallait bloquer le pays? S'arrêter là? On fait quoi? Avec le test existant ou de nouveaux tests, rien ne se fera. Le Parlement a continué avec les tests existants et nous sommes allés aux élections législatives 2019. Vous connaissez la suite. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu évoquer dans ces détails-là, parce que je pense que, comme dit le président Yaïboni lui-même, les intrigues du genre peuvent être gérées sans que l'opinion dans son ensemble ne découvre ces détails qui ne nous honorent pas, et encore moins un ancien président de la République. Mais je suis tenu à la fin de dire, que tout le monde m'entende, que ce qui s'est passé en 2019, c'est le président Yaïboni qui a été le seul responsable. Il a empêché la tenue normale des élections. Il a empêché les démocrates de participer aux élections. C'était l'FCBE à l'époque. Parce qu'il a empêché que des tests
consensuelles soient mises en œuvre pour permettre une élection apaisée. Il a pratiquement empêché que les élections aient lieu dès l'adoption des textes au Parlement. J'ai assumé. J'ai été vu comme celui qui est à l'occasion, qui est à l'origine des violences électorales que nous avons connues. C'est mon rôle, je suis dans la charge, j'ai assumé. Mais ce qui se passe et qui continue de se passer ne peut pas me permettre de rester silencieux indéfiniment. Alors, je crois qu'à la suite de cet événement, nous avons eu droit à l'installation de ce Parlement qualifié de monocolore, la 8e législature. La 8e, oui. Donc, qui s'est installé sans la FCBE et qui a été qualifié de monocolore. Mais devrions-nous arrêter toutes les réformes en raison de cette situation? De l'opposition du président Mboni Yayi, de faire partie du pays normal, ou bien fallait-il continuer à construire le pays en faisant les réformes, en espérant que la foi dont le président Mboni Yayi se réclame finirait par l'assouplir. Nous prions tous et nous espérons chaque fois que le ciel nous accorde de faire de bonnes œuvres, de calmer nos pulsions, nos colères, pour qu'autour de nous, la vie soit confortable pour les uns et les autres. Et moi, j'ai espéré que cette foi finirait par avoir raison de la position du président Mboni Yayi. Mais je crois que rien n'y fit. Nous avons donc décidé de ne pas arrêter le processus de mise en œuvre des réformes et nous sommes allés donc le plus loin possible pour rester dans la dynamique de l'aboutissement à un pays doté de grands partis politiques susceptibles de représenter toutes les régions du Bénin à l'occasion de chaque élection, que ce soit législative, communale ou présidentielle. Notre action, qui n'a pas manqué de continuer d'amadouer le président Mboni Yayi et le FCBE d'alors, nous a amené à entamer, à convoquer un dialogue politique en octobre 2019. Alors l'intérêt de ce dialogue était de tourner la page de la non-participation des FCBE aux élections, de la violence qu'il y a eu, et qu'ensemble, nous repartions sur une nouvelle base avec des tests peut-être nouveaux, un peu réajustés. Disons que j'ai été constamment dans cette dynamique de rediscuter avec les uns les autres, de trouver des compromis pour avancer. Presque tous les partis politiques existants au Bénin alors, en ce temps, qui ont été invités au dialogue, sont arrivés, y compris les FCBE. Je crois qu'à l'époque, il y avait une dizaine de partis convenablement enregistrés selon la charte des partis, et les FCBE ont participé au dialogue. Mais le fait d'avoir participé au dialogue, le président Mboni Yayi a décidé d'exclure tous les cadres FCBE, les leaders FCBE qui sont venus au dialogue. Vous connaissez, vous avez suivi un peu ce qui s'est passé dans cette période-là. Bien sûr. Un processus a été engagé pour les exclure du parti. Oui. Je crois que c'était même allé en justice. Évidemment. Je crois que le président Mboni Yayi n'a pas réussi à les exclure du parti et le parti devait rester dans son intégrité avec tout le monde. C'est ce qui a fait partie le président Mboni Yayi avec certains et qui a donné lieu à la création des démocrates. Donc ce parti est né du fait de la participation des FCBE au dialogue politique. Il ne fallait pas que les FCBE participent à des échanges dits dialogue politique. Voilà la situation dans laquelle nous avons été jusqu'à la création des démocrates en 2020, je crois. Oui, 2020. Je crois. Puis le pays a continué son chemin jusqu'à l'avènement des élections législatives de 2023. Je passe les détails, ce qui s'est passé jusque-là. Mais je n'ai pas arrêté de faire le charme aux uns aux autres, de les amadouer, de les supplier même de venir et prendre le train en marche. Et en effet, les démocrates se sont résolus à participer enfin aux élections. Et ils ont été donc candidats aux élections de 2023, aux élections législatives. La suite, avec les mêmes lois, les mêmes tests, parce qu'on a réussi à les supplier, à les amadouer comme ça, ils sont allés aux élections et ils ont eu 28 députés
avec les mêmes tests. À peine cet obstacle franchi, c'est-à-dire élection 2023 avec les nouveaux tests, que les prémices d'un contournement des dispositions mises en place ont commencé à apparaître ici et là, y compris dans mon propre camp. C'est-à-dire que après 1 an, 2 ans, 3 ans d'efforts, de sacrifices des uns des autres pour rester dans de grands ensembles et aller aux élections, je crois que nos démons nous ont rattrapés. Au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, qui est un parti qui me soutient, les velléités de liberté ont commencé à s'exprimer, à se faire voir. Pareil au Bloc républicain. Et encore davantage chez les démocrates qui venaient à peine de se constituer, d'aller aux élections et d'avoir des députés. J'ai même reçu, en son temps, une partie des cadres, des personnalités non moins importantes des démocrates qui m'ont prié, que maintenant que ils sont tous au Parlement, qui m'ont prié de revoir les seuils fixés pour avoir accès au partage des sièges dans le code électoral. Cette demande, également, je l'ai entendue au sein des BR, au sein des UP. Le Renouveau. Alors vous comprenez quelle a été ma tristesse. Est-ce qu'il fallait revenir en arrière, baisser les seuils pour qu'à nouveau les partis s'éclatent? Parce qu'un seuil plus bas permettait à ces deux partis de se diviser en 2 ou 3. Et je l'ai dit même plusieurs fois ici, à l'occasion de certaines rencontres, je l'ai dit au président Boniaï quand il est venu me voir, j'ai dit, Monsieur le Président, si j'avais accepté de m'engager avec vous dans la révision du code électoral pour baisser les seuils, les démocrates auraient déjà explosé. Ce n'est pas vous seul, UPR et BR. Dans ces conditions, vous comprenez pourquoi je suis resté droit dans mes bottes en essayant de convaincre les uns et les autres de bien vouloir rester là où ils sont, là où chacun se trouve, afin que nos sacrifices ne soient pas vains, puisqu'on serait retourné à la case départ. Voilà donc ce qui nous a amené à maintenir les tests, le code électoral, les tests actuels en l'état, pour, je dirais, forcer la main aux uns aux autres de rester ensemble et même aller au-delà pour continuer les regroupements. Puis arrive le moment présent. L'élection présidentielle et les élections législatives et communales de 2026 et patatras. Le code électoral actuel a certes placé la barre haut pour tout le monde, mais a surtout permis, voire recommandé à chacun d'être disposé, après les élections, à échanger avec les autres afin qu'ils ne se voient plus comme des ennemis. Car c'est ce qui se passe actuellement. Et cela ne doit pas continuer. Qu'est-ce que je dis par là? Vous observez que les échanges politiques, tout ce que fait le régime actuel et la réaction, les commentaires, l'opposition des partis dits d'opposition donnent l'impression que nous sommes dans un champ de bataille, sur un ring. Et ça, je l'ai dit une fois, on ne peut pas construire le pays quand on a l'impression qu'il y a une partie du pays contre une autre. Je suis à la fin de mon mandat et ce serait regrettable que je ne fasse rien pour que les choses changent. Ce n'est pas quelque chose qui m'a enchanté, c'est quelque chose dont j'ai souffert tout le temps. Et le moment est arrivé pour moi d'œuvrer à ce que, pour la suite, les choses ne se passent plus ainsi. Et je vais l'illustrer par un fait qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Le vote du budget de l'État 2025. Quand le gouvernement a travaillé sur le projet de budget, le ministre des Finances est allé au Parlement rencontrer les divers groupes parlementaires, les diverses commissions, pour échanger sur l'articulation du budget et ses détails. Les démocrates, pour une fois, ont participé au débat et ont fait des observations pertinentes et ont suggéré des modifications et des amendements au projet de budget. Le ministre des Finances s'est employé à prendre en compte la
quasi-totalité des observations et des recommandations des démocrates. C'était une belle occasion pour montrer que le pays est indivisible. Et je profite pour l'en féliciter à nouveau, mais toutes les gymnastiques possibles ont été faites pour que toutes les observations soient prises en compte et toutes les recommandations des démocrates soient intégrées au projet de budget. Le ministre est revenu au gouvernement, présenter la nouvelle mouture. Le gouvernement l'a approuvé entièrement dans son intégralité et a souhaité que le budget soit voté en l'état avec les nouvelles dispositions. Au vote, les démocrates ont fait exactement ce qu'ils ont l'habitude de faire, exactement le contraire de ce qu'ils ont souhaité. Quelques jours avant, ils ont voté contre le budget. Comment ça peut se comprendre? Et nous avons appris dans les coulisses que le compte rendu qui a été fait au président Yahya Boni pour solliciter son accord avant de voter le budget, que cet accord n'a pas été obtenu et que le président leur a interdit de voter le budget, bien que celui-ci ait pris en compte la quasi-totalité de leurs observations et recommandations. Ce n'est pas acceptable. Et vous voulez que, passant la main, je ne sais pas à qui, que je ne recommande pas que le pays continue ainsi. On a l'impression que la compétition politique s'exerce dans une adversité éternelle. Qu'après les élections, les partis ayant été en course deviennent des ennemis. Mais ça ne se passe nulle part comme ça. C'est vrai. Cela arrive quelquefois dans quelques endroits du monde. Mais pour un pays où tout est à construire, le consensus est indispensable pour non seulement faire les efforts nécessaires, engager nos populations dans les efforts, présenter aux partenaires de développement que nous sommes, nous voyons tous le développement du pays comme un impératif et que nos guerres ne sont pas de nature à empêcher les grandes actions et notamment un budget. Vous voyez ce qui se passe en France? La France peut se permettre de ne pas avoir un budget. Le pays est grand. L'industrie, le commerce fonctionnent parfaitement sans l'État. Et l'État n'est pas le principal acteur économique. Au Bénin, la paralysie de l'État serait une catastrophe. Donc on ne peut pas. Pendant qu'ailleurs, les gens s'entendent, qu'ils soient de bords différents, pour travailler ensemble, pour trouver un consensus, on ne peut pas ici, même si un consensus est trouvé, dire que nous sommes des ennemis et dire qu'il faut que le pays soit bloqué, paralysé, pour peut-être qu'il y ait des élections anticipées, ou qu'il y ait des coups d'État, ou qu'il y ait je ne sais pas quoi. C'est malheureux. Et je prie tous les dieux pour que l'avenir du Bénin ne se conjugue plus en de tels combats politiques et autres, en de telles dynamiques de confrontation éternelle.